أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة زينيكا تيفي. كما العادة بالنسبة للموسم de رمضان كل يوم عندنا برنامج وكل يوم عندنا ضيف. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zénith TV. Comme vous voyez, spécial Ramadan, tous les jours il y a une émission pour vous et tous les jours il y a un invité différent. Alors aujourd'hui nous avons Monsieur Mohsin Mouden. Monsieur Mohsin Mouden que beaucoup connaissent sur Bruxelles, un vrai Bruxellois. Et j'avais moi employé un terme d'activiste. Il m'a dit non Hassan, en français le terme activiste, il sonne quand même un peu négativement, je préfère militant. Ben oui, effectivement, nous rencontrons ici aujourd'hui un grand militant car c'est parmi les personnes qui a fait plusieurs coups de gueule avant d'aller beaucoup plus loin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est je vais vous laisser le dire tout à l'heure, Monsieur Mohsin Mouden. Avant tout, salam alaikum. Alaikum salam, je fais un petit coucou à vos téléspectateurs Zénith TV. Et donc, rappelons qu'un militant, ce n'est pas uniquement des coups de gueule, ce sont des gens, des citoyens qui travaillent avec la raison, l'intelligence pour faire avancer les dossiers. C'est important de le préciser. Voilà, mais activiste, moi personnellement, ne me dérange pas, mais je sais que c'est connoté plutôt négativement chez les francophones. Et comment se passe le confinement? Je sais que nous nous connaissons, il ne faut pas, se cacher, on s'est déjà rencontrés dans pas mal d'événements depuis des années, nous sommes des Bruxellois, on se rencontre, Bruxelles c'est un village, et donc je sais que vous êtes très pointilleux sur les termes, sur les lettres, et vous écrivez beaucoup, je peux dire que Dieu vous aide. Comment vous vivez le confinement? Alors le confinement, au début, ça se passait admirablement bien. Vraiment, je pense que ces 20 dernières années, je ne me suis jamais autant reposé. Et puis est arrivé les Belgo-Marocains. Et là, vraiment, ça a viré à l'extrême. Donc je suis passé pendant 10 jours en mode très cool, confinement, repos, apaisement, à une situation depuis maintenant, 6 semaines, 7 semaines, où c'est depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, ça n'arrête pas. C'est belgo-marocains bloqués au Maroc, les Belges bloqués au Maroc, les Marocains résidant en Belgique qui sont bloqués au Maroc. Et je t'assure qu'on ne vit que pour cela depuis 7 semaines, quasi 24 heures sur 24. On a juste le temps de ftar, de faire notre petite toilette et de dormir un peu. Ben, nous allons bien entendu rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Et puis, est-ce que vous vous préparez pour le déconfinement progressif? Comment vous voyez la chose avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, on sort, avant on ne sortait pas, on sortait maximum une demi-heure tous les 3-4 jours, vraiment pour faire ses courses. Là, depuis, on sort 1 heure par jour, donc avec mon fils, on se promène un peu dans les parcs, en ville même, et donc on se dit, allez, 1 heure par jour, avec les masques, en se protégeant, il faut quand même prendre l'air et avoir bien évidemment toutes les mesures sanitaires possibles pour se protéger du virus qui a fait énormément de dégâts dans les quartiers populaires. Il ne faut pas oublier que proportionnellement à notre population belgo-marocaine, belgo-turque, la proportion est énorme. Donc vraiment, j'appelle à beaucoup de vigilance au sein des citoyens de manière générale et plus spécifiquement des gens fragilisés économiquement. Vous avez parlé de masques, vous avez des masques, vous avez reçu des masques, vous les avez commandés où? Oh là là, c'est quelle galère, pas possible. On a galéré, on a été dans toutes les pharmacies, on a essayé les réseaux, on a été, et j'ai trouvé dans une petite épicerie marocaine à la rue des Coteaux, quelqu'un qui les vendait à 2,50 €, les petits masques basiques, je ne l'ai pas ici sur la main, et ça aussi, ça a été incroyable à trouver. Ça, on dirait de l'or maintenant. C'est devenu de l'or. Hein. C'est de l'or, parce que ça sauve une vie. C'est plus que de l'or. Hein. C'est un objet précieux maintenant, c'est incroyable. Et non, ça a été quand même galère les 3 premières semaines pour trouver des masques, pour trouver du gel. Et puis depuis maintenant 4 semaines, ça va, on y arrive, mais on n'a rien reçu gratuitement, quoi. Donc, moi, je vous assure que, si je savais que ce genre de pandémie allait arriver, j'aurais suivi quelques cours complémentaires quand j'étais petit de couturière ou de couturier, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui savent.
Ça sauve les vies. Mon masque lavable. Mais ils font un travail formidable. Hein. Je tenais à les saluer, vraiment, le personnel hospitalier, mais également les couturiers, les couturières. Vraiment un travail incroyable. Et puis, on a vu malheureusement aussi les lacunes de notre État par rapport à la question des masques, par rapport à la question du gel, par rapport à, enfin, etc., etc. Ce n'est pas le sujet, mais rassurez-vous, j'ai rencontré un des mandataires politiques aujourd'hui, sans citer son nom tout à l'heure. J'ai posé cette question, effectivement. Mais ça, nous allons laisser nos mandataires politiques s'exprimer sur la question. Alors maintenant, justement, on va en parler aussi aujourd'hui avec vous. C'est que, voilà, vous avez parlé d'un blocage des personnes, des gens, des hommes, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants, des familles éclatées à cause de cette pandémie. L'un est en Belgique, l'autre est au Maroc. Expliquez-moi l'origine de cette situation, parce qu'on aimerait vraiment comprendre avec Zénith TV, finalement, où se situe le problème. Parce que nous avons suivi, bien entendu. Il y a d'un côté, à un moment, vous disiez que c'est le Maroc qui est bloqué, puis à un moment donné, c'est le ministre Goffin, c'est la Belgique donc, qui bloque, et puis finalement, on ne s'y trouve plus. On aimerait avoir donc l'un des initiateurs de cette plateforme, des Belgo-Marocains bloqués au Maroc, qui puisse nous expliquer, nous éclaircir et nous donner réellement dans la situation actuelle. Alors, comme vous le savez, comme tu le sais, le Maroc est un pays touristique, plus de 10, 12, 13 millions de touristes par an. Et donc, quand la pandémie mondiale a vu le jour fin février, début mars, très rapidement, à la mi-mars, plusieurs pays ont décidé de confiner leur population et de bloquer leur espace aérien, maritime et terrestre. Le Maroc a été très, très proactif. D'ailleurs, il a été très rapidement félicité par les États européens. Et donc, au début, on a bien évidemment félicité le Maroc. On trouvait que c'était une mesure responsable. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait au Maroc, à cette période-là, je rappelle, c'était la fin de la semaine de carnaval, donc beaucoup de personnes étaient parties une semaine pour passer leurs vacances, et ils avaient leur retour, qui à un moment donné se sont retrouvés bloqués, confinés, et puis c'est quand même des centaines de milliers de touristes, c'est pas uniquement 5 000, 10 000 personnes. Tous les pays du monde, les Américains, les Chinois, les Français, les Belges, etc., se sont retrouvés bloqués au Maroc. Et donc, au début, bien évidemment, tout le monde a compris cette situation de blocage, de confinement. Le virus commençait à faire des dégâts terribles en Italie, en Espagne et même en Belgique, proportionnellement. Et puis, au fur et à mesure, chaque pays a pris contact avec l'État marocain pour essayer de trouver une solution pour que les citoyens ne restent pas bloqués des mois au Maroc. Et donc, très rapidement, le Maroc a accepté, ça il faut le dire dès le début, c'est-à-dire que l'État belge, à la mi-mars, a envoyé 7 avions qui ont été affrétés par l'État belge dans les villes de Marrakech et d'Agadir. Par la suite, l'État canadien, l'État américain, les Français, les Espagnols, bref, la plupart des pays qui avaient leurs compatriotes bloqués au Maroc, le Maroc a fait un geste d'ouverture momentané. Alors momentané, bien évidemment, parce qu'il ne pouvait pas permettre à ces centaines de milliers de touristes, tous, d'être rapatriés au même moment, parce que ça ferait 1000, 2000 avions, ce seraient des rotations incroyables, mais il a ouvert une porte et l'État belge a envoyé cet avion. Alors, ce qu'on regrette et ce qu'on trouve vraiment désolant, c'est à la mi-mars, l'État belge envoie 7 avions en direction uniquement de 2 villes touristiques, très touristiques au Maroc, les plus touristiques au Maroc, que sont Marrakech et Agadir. Et là, on est très surpris. Pourquoi on est surpris? Parce que dans notre conception citoyenne, pour nous, un Belge est un Belge. Qu'il s'appelle Jacques ou Mohamed, ça reste un Belge. Que ce soit Fatima ou Jacqueline, ça reste des Belges. Mais malheureusement, dès le début, la Belgique a envoyé, alors on peut parler de maladresse peut-être, un très très mauvais signal. On a été chercher uniquement les touristes qui étaient dans les beaux hôtels de Marrakech et d'Agadir, 3, 4, 5 étoiles. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais que deviennent ces Belgo-Marocains qui sont très, très nombreux en Tanger, Oujda, Nador, Hossima, Fès, et qui représentaient plus ou moins 80% des Belges bloqués au Maroc? Ah ben, le ministre belge, lui, ils ont pris une décision, le ministère des Affaires étrangères, de cibler les touristes belgo-belges qui étaient uniquement dans les hôtels. Alors, à un moment donné, quand nous, on a écrit au ministre Goffin, en lui disant, mais bon sang, comment se fait-il que vous n'avez pas envoyé un avion au moins à Oujda ou un à Tanger, et peut-être tout le reste à Agadir et Marrakech? Qu'est-ce qu'on nous a répondu?
ces gens-là sont chez eux, au sein de leur famille. Premier argument. Deuxième argument, l'État marocain fait un blocage. Il refuse de laisser partir les belgo-marocains. Très surprenant. Et puis, troisième phase, le ministre belge qui, avec des propos très peu diplomatiques, entre guillemets, attaque l'État marocain sur RTL, RTB le soir en disant « Mais vous savez, moi, je ne fais pas de distinction, un Belge est un Belge. Ce sont des fausses polémiques. » Et la preuve en est que, vous voyez bien, j'ai envoyé 7 avions à Marrakech et à Agadir et j'ai accepté 40% des rapatriés étaient des belgo-marocains. Et nous, qui faisons un peu travailler notre intelligence, on lui dit comment est-ce qu'en même temps vous pouvez dire que l'État marocain bloque les belgo-marocains et en même temps dans l'interview vous dites le contraire en disant que vous avez rapatrié 40% dans ces 7 avions de belgo-marocains. On a la preuve que l'État marocain ne fait pas de blocage, puisque si l'État marocain faisait un blocage dans ces avions-là, les 7 qui ont été envoyés, il n'y aurait eu que des Patrick, des Pascal et des Jacqueline. Et alors là, le ministre, bien évidemment, est très mal à l'aise. D'autant plus que nous, bien évidemment, on est en contact avec les Belges et les Belgo-Marocains et les Marocains sur place qui nous disent « Mais Mohsin, tu te rends même pas compte de comment ça a été et comment je me suis retrouvé dans ce vol. J'ai entendu dire, j'ai regardé les médias, on m'a dit la Belgique affrète cet avion. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé ma valise, j'étais à l'aéroport de Marrakech, j'ai crié un peu et à la fin, ils se sont rendus compte que dans ces avions, il restait encore des places libres. Et donc, on a d'abord fait une priorité qui pour moi est discriminatoire. On a d'abord fait rentrer tous les belgo-belges. Et puis lorsqu'il restait des places, ce qui explique les 40%. Et l'État marocain n'a pas fait de blocage. Et donc à un moment donné... C'est quand même gravissime. Ce que vous me dites est vraiment très grave. Bien entendu que je vous avoue que personnellement, je voulais absolument vous rencontrer pour avoir une lumière sur la situation. Parce que pendant longtemps, nous avons ici, en tout cas en Belgique, cru que c'était le Maroc qui bloquait les Belgo-Marocains. Et qu'effectivement, le ministre belge en question se reposait sur le fait de dire comme quoi les Marocains, lorsqu'ils vont chez eux, ils sont considérés comme étant Marocains. Oui, mais maintenant la question, elle est quand même, la situation est assez grave qu'un Belgo-Marocain, c'est-à-dire vous et moi, si nous nous retrouvons au Maroc comme les autres, la Belgique va envoyer donc un avion, il est affrété, mais nous, on ne peut pas bénéficier de cette aide. On ne peut pas, quand je dis une aide, plutôt tout simplement retrouver ses proches. C'est ce qui est vraiment élémentaire dans le principe de droit de l'homme. Alors, je fais l'avocat du DAB, puisque le ministre Goffin n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, je fais l'avocat du DAB, j'essaie de me mettre à la place du ministre et j'écoute ses arguments. Est-ce qu'ils tiennent la route? Donc, moi, j'ai eu une très longue discussion avec le chef cab du ministre Goffin, qui est l'ancien ambassadeur de Belgique au Burundi, en Afrique, et qui connaît très très bien cette question des binationalités, de la binationalité. En fait, dès le départ, ils ont une approche qui est totalement fausse et erronée. Et on m'explique quoi au téléphone? On me dit ceci. Écoutez, monsieur, ces Belgo-Marocains, d'abord, ils sont au Maroc, chez eux, dans leur maison, auprès de leur famille. Donc nous, au ministère des Affaires étrangères, on a fait le choix de d'abord aller chercher les touristes belges, pas parce qu'ils sont belgo-belges, mais parce qu'ils sont dans des hôtels. Et qu'on avait entendu que le Maroc allait fermer les hôtels. Donc nous, État belge, la priorité des priorités, c'est d'abord de chercher les touristes. Et comprenez-moi bien, dit-il par la suite au téléphone, que je n'ai pas de jugement à porter. Les gens ont le droit d'aller chez leur famille et de passer du bon temps chez leur famille. Mais nous, l'État belge, on a fait ce choix. Et pour vous dire qu'on n'a pas pratiqué de discrimination, on a pris 40% de belgo-marocains. Et pour terminer et nous rassurer, ils nous disent, mais vous savez, au nord du Maroc, il y a eu quand même des vols Ryanair, il y a eu des vols Jeter, il y a eu des vols Al Arabiya, qui ont rapatrié pendant cette période des belgo-marocains, comme vous les appelez. Donc nous, on a mis notre priorité sur les deux villes. Alors cet argument du ministre, moi je l'entends, et honnêtement, il pourrait tenir la route. Mais face à des personnes qui ont une expérience politique et militante, l'argument ne tient pas la route. D'abord, j'ai expliqué au chef cab
du ministre Goffin que la plupart des personnes belgo-marocaines qui partaient au Maroc, c'était des personnes du troisième âge, pensionnées, qui partaient pour se reposer, que c'était des gens qui avaient parfois des pathologies, des maladies lourdes, et qu'ils étaient, à mes yeux, et objectivement, pas parce que je suis belgo-marocain, mais parce que je suis un citoyen de la terre, de l'humanité, et que pour moi, je peux comprendre l'argument du ministre, mais en même temps, vous allez chercher des personnes qui sont en excellente santé, qui sont dans de beaux hôtels 4 étoiles, et on sait que le Maroc, l'État marocain, ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne va pas du jour au lendemain mettre tous ces touristes dans la rue. Et on sait que l'État marocain est capable de faire nourrir ces personnes-là pendant plusieurs semaines. Donc, je dis au chef CAB, je dis, monsieur, votre approche est erronée. Déjà, votre façon de penser que tous ces gens-là ont des maisons au Maroc, que tous ces gens-là ont de la famille au Maroc, que tous ces gens-là sont bien au Maroc et qui peuvent rester plusieurs mois, votre analyse n'est pas correcte. Alors, elle est d'autant pas correcte. Moi, je dirais, par rapport aux 3 arguments que vous avez cités, il n'y a pas à argumenter normalement. À partir du moment où il y a une pandémie, où il y a un problème au niveau international et qu'il y a des familles qui sont séparées et bloquées, il faudrait tout simplement voir leur origine, leur domicile permanent. À mon avis, c'est celui-là qui président et pas dire comme quoi j'ai une résidence secondaire à Haïti et que j'y suis bien. Oui, j'ai une résidence secondaire. Donc, en tout cas, pour nous, en tout cas, moi personnellement, en tant que, je dirais que journaliste, je pourrais dire que ces 3 arguments-là ne tiennent pas du tout la route. Il n'y a pas à argumenter. Il y a ou considérer les Belges tous de la même manière ou ne rien faire du tout. Oui, malheureusement. Donc déjà, on est là à la mi-mars, vers le 18-19 mars, et ça se passe très mal. Donc le message qui est envoyé aux Belgo-Marocains est un message très négatif. Et là, je ne te parle même pas des Marocains qui vivent légalement chez nous. Eux ne sont même pas concernés. Eux, on n'en parle pas, c'est des milliers de personnes. Pour l'État belge, le Maroc a mis le grappin dessus. Et je voudrais également dire un mot par rapport à la responsabilité du Maroc, parce que nous, au sein de la plateforme des Belgo-Marocains bloqués au Maroc, on a été très clair au début. On ne roule ni pour l'État du Maroc, ni pour l'État belge, ni pour un média. Nous, notre objectif, c'est de créer la plateforme pour sensibiliser le monde politique par rapport à des difficultés énormes et à des drames que vivent les Belges bloqués là-bas et les Marocains vivant ici chez nous. Par solidarité, on va dire. Maintenant, le Maroc, dès le début, a très très mal joué, si on peut parler d'un jeu politique. C'est que lorsque le ministre belge, et c'est ce qui a renforcé le point de vue de la Belgique, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de médias ont cru le ministre belge, c'est que il y a eu un silence des autorités marocaines incompréhensible, un silence inouï. En termes de communication, c'est une faute professionnelle. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous avez 2 États qui sont des États amis, la Belgique et le Maroc sont vraiment des États amis depuis 30-40 ans. Très bonne relation, encore plus avec le mouvement réformateur qui est à la tête du pays. Et que vous avez un ministre de cet État démocratique qui charge un autre pays, son allié, le Maroc. Et de l'autre côté, vous avez le Maroc qui se tait pendant 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Force est de constater que objectivement et raisonnablement, vous vous dites, le ministre Goffin a raison. Pourquoi? Parce que si le Maroc ne réagit pas, ne s'exprime pas, parce qu'on a envoyé des courriers à l'ambassadeur du Maroc, M. Mohamed Amr. Moi, j'ai contacté M. Saïd Al-Othmani, que j'avais eu l'occasion il y a 15 ans, il y a 12-13 ans, d'interviewer à Rabat. Donc, on lui a envoyé un courrier. On a contacté certains, la Fondation Hassan II, la Fondation Mohamed VI. C'est le silence total. On a même été allé plus loin. On a contacté le roi, Sa Majesté, Mohamed VI, de 3 façons. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Vous avez un scoop. On a fait 3 ans. On a fait 3 envois. Le premier envoi a été adressé à l'ambassadeur du Maroc, son Excellence Mohamed Amr, en lui demandant urgemment de transmettre le courrier à Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai contacté personnellement M. André Azoulay, qui est un des hauts conseillers de Sa Majesté Mohamed VI et avec qui j'étais en contact en 2010 par rapport à un colloque international.
Et on a chargé son secrétariat de faire le maximum pour remettre ce courrier au roi Mohamed VI. Et puis, preuve à l'appui, on a été à la poste, poster le courrier en express au palais royal de Rabat. Et donc, nous, on mène des actions et tout ce qu'on a du côté marocain, à part une parenthèse, je vais vous la donner maintenant, c'est le silence total et complet. L'ambassadeur, M. Mohamed Amel, me téléphone, a la gentillesse de me téléphoner, où pendant 20 minutes, on échange. Et où je me rends compte, sans rentrer, sans divulguer la teneur et les propos, que il me laisse croire quelque part que Goffin n'aurait pas totalement tort. Mais il ne le dit pas comme ça. Bien évidemment, que les choses soient claires. Il ne me dit pas que Goffin a raison, non. Mais dans la discussion, j'essaie de comprendre quand même qu'il y a un blocage clair de la part du Maroc. Pourquoi? Pourquoi il y a un blocage du Maroc? Parce que c'est important pour les téléspectateurs. Le Maroc n'a pas envie de bloquer les gens pour les bloquer, ou bien pour le plaisir de les garder des mois. Pourquoi il les bloque? Il les bloque pour deux raisons. Plusieurs, mais il y en a deux qui sont très importantes. La première raison, c'est que le Maroc est conscient de ses conditions sanitaires au pays. Il sait que l'infrastructure médicale est déficitaire. Ils le disent eux-mêmes. Donc, ça a été un des premiers pays au monde, dès qu'ils ont eu quelques cas, dizaines de cas, ils ont tout bouclé, ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire et ce qui permet au Maroc de ne pas connaître le drame de l'Italie, de la Belgique et de l'Espagne aujourd'hui. Et donc, on confine les populations et on confine tout le monde. On dit tout le monde est dans le même sac, tout le monde est dans la même marmite. Pour le bien de tous, finalement. Voilà, pour le bien de tous. Donc le Maroc le fait pour le bien de tous. Et la deuxième raison qui est très importante également, c'est que le Maroc réfléchit. Il se dit qu'à l'étranger, il a au minimum 22 000 Marocains qui sont bloqués. Dubaï, Istanbul, Paris, Londres, un peu partout dans le monde. Et que s'il accepte, voilà, et encore aujourd'hui ils sont bloqués. Et que s'il accepte, que si le Maroc, parce qu'on ne parle pas de 10 000 personnes à rapatrier, monsieur Hassan, on parle de centaines de milliers de personnes à rapatrier. Wow. Les Marocains-Italiens, les Hispano-Marocains, les Franco-Marocains, les Américano-Marocains, et les Américains, les Canadiens, les ceci, les cela, ce sont des centaines de milliers. Le Maroc a plus ou moins 12 millions de touristes par an. Si on fait travailler son cerveau, en un mois, il y a 1 200 000 touristes. Disons qu'il y a au moins 700 000 touristes qui sont bloqués. Oui. Donc le Maroc fait un calcul, il se dit, si moi je mène cette opération d'ouverture des frontières, ça risque d'être une catastrophe parce qu'il faudrait des centaines et des centaines d'avions avec des rotations à ne plus en finir. Donc je bloque. Voilà. Effectivement. Et donc, le confinement n'a plus de raison d'être à ce moment-là. Voilà, exactement. La deuxième raison, c'est que vous imaginez les pauvres Marocains qui vivent à l'extérieur, qui sont dans des difficultés, même s'il y a eu des choses qui ont été entreprises pour les soutenir. Mais il va falloir les ramener. Si le Maroc ouvre ses frontières à ces centaines de milliers de touristes, est-ce que vous pensez que les parents de ces personnes qui sont à l'extérieur vont accepter qu'on renvoie les gens chez eux dans leur famille et que le Maroc se croise les bras en disant « Ah non, vous n'allez pas rentrer ». Donc le Maroc essaie de gagner du temps pour préparer les services hospitaliers à recevoir les 22 000 personnes. C'est minimum 22 000. Selon moi, c'est plus de 60 000 personnes qui sont à l'étranger. Donc le Maroc commence... En disant ça, parce qu'il y a quand même un grand écart entre 22 000 et 60 000 personnes. Parce que les 22 000, ce sont les gens qui ont reçu un visa touristique pour voyager dans le monde. Par exemple, je ne sais pas, 4 000, 5 000 personnes, on sait qu'ils sont en Turquie, entre Istanbul, Antalya et Alanya. On sait qu'en Belgique, le chiffre avoisine 1000 Marocains, par exemple. On sait qu'en France, par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais vous avez aussi des étudiants. Les milliers d'étudiants qui sont dans les universités à Moscou, à Washington, à Bruxelles, à Paris, un peu partout. Ceux-là aussi, il faut les rapatrier. Et donc, le chiffre double, voire triple. Oui, donc, tout à fait, oui. À 22 000 personnes. Et j'aimerais bien qu'on le comprenne. Donc, nous, en tant que plateforme, nous, on comprend le contexte
et on comprend tous ces éléments. Donc on est des gens raisonnables. Et donc on demande aux gens qui sont bloqués là-bas, s'il vous plaît, patientez. Il va falloir une force incroyable, mais il va falloir patienter. Et deux, pour nous, la plateforme, le plus important, et là je vous parle de fin mars, début avril, c'est de ne pas attraper le virus. C'est la priorité, c'est de ne pas attraper le virus. Pourquoi? Parce qu'on voit au sein de nos familles des gens qui commencent à tomber du Covid-19. Et on sait qu'il y a des gens qui commencent à mourir dans les quartiers populaires fin mars, avec des vidéos qui circulent. d'Allah yarhamou, Allah yarhama, etc. Là, vous parlez au Maroc ou vous parlez d'ici? Parce qu'ici, de Belgique. Ici, on connaît plusieurs cas, des gens, des amis proches qui sont partis, hein. Ça c'est clair. Hein. Oui, donc moi je parlais d'ici. Et donc, à un moment donné, le contexte global, nous, on le comprend. C'est pour ça que parfois certains peuvent dire, oui, on est un peu trop virulent contre le ministre belge. On n'a absolument rien de contre le ministre belge, que du contraire. Des libéraux, c'est le libéral le plus intéressant. C'est un libéral centriste. J'ai suivi la campagne électorale au mois d'octobre ou au mois de novembre, lorsque Georges-Louis Boucher a gagné. Mais c'était la personnalité la plus intéressante des 4-5. Avec Ducarme, il y avait une jeune femme également. C'était parmi les 5 candidats, le candidat qui me semblait le plus humaniste, le plus ouvert, le plus démocrate. Donc moi, quand nous avons appris que c'était lui le ministre des Affaires étrangères, en face, ce n'est pas Didier Reynders, alhamdoulilah, c'est M. Goffin. Mais vous pensez que le ministre Goffin aurait été mal conseillé? Pourquoi il a eu cette attitude? Honnêtement et objectivement, vous savez que le ministre Goffin était bourgmestre de Crisnay. Crisnay, c'est quelques centaines d'habitants, c'est un petit village, près de Liège, à 20 km ou à 25 km de Liège. Vous êtes bourgmestre d'un petit village ou d'une toute petite ville, pour rester respectueux, une minuscule ville, avec 2-3 boulevards. Et du jour au lendemain, vous êtes bombardé ministre d'un État démocratique au cœur de l'Europe, avec une problématique mondiale qui est la pandémie. Vous êtes complètement dépassé. Alors maintenant, nous, on sait comment ça travaille dans les cabinets. Le ministre, il ne travaille pas tout seul. Il a 20-30 experts qui travaillent pour lui. Mais ces experts, M. Hassan Rahali, ce sont probablement, peut-être, les experts, la plupart, pas tous, de M. Didier Reynders, qui lui était ministre des Affaires étrangères. Et on sait qu'au niveau de l'administration, c'était des gens très souvent fermés sur les dossiers qui nous intéressaient, le terrorisme, la question de la Syrie, etc. etc. Donc oui, M. Goffin a hérité de peau de banane, où il a hérité d'une situation très compliquée. La situation le dépasse totalement. Mais là, est-ce que vous êtes en train de trouver des arguments pour l'excuser par rapport à ses attitudes? Ou il est tout de même ministre, il doit endosser sa responsabilité. Il a eu assez de temps, je pense, de prendre la meilleure décision humaine, et la décision la plus logique, c'est que les familles retournent chez eux, là où ils habitent en permanence. Parce que je pense que là, j'ai l'impression que vous lui trouvez ici, je dirais, une porte de sortie. Non, en fait, j'essaie de faire comprendre à vos téléspectateurs que les choses, c'est pas noir ou blanc, elles ne sont pas binaires. C'est pas M. Goffin est très méchant ou il est très gentil. C'est que M. Goffin, à un moment donné, il y a un contexte de pandémie mondiale. Et vous voyez, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est totalement dépassé, surtout l'hôpital, les masques, le gel, des communications qui sont totalement contradictoires. On le voit, ils sont dépassés. Dépassé ou plutôt qu'il a démarré trop tard? C'est plutôt ça, oui, je pense, la question. Oui, démarré trop tard, évidemment. Pour moi, pour nous, il y a une faute politique. Pourquoi est-ce qu'on appelle le ministre à démissionner, à présenter ses excuses et à démissionner? C'est parce qu'on s'est rendu compte au début, les responsabilités entre la Belgique et le Maroc étaient partagées. C'était du 50-50. Mais les 2 dernières semaines, ou bientôt maintenant les 3 dernières semaines, la responsabilité de l'État belge est écrasante. Et nous, au début, on a soutenu le ministre Goffin, le ministre belge. Mais malheureusement, depuis 2 semaines, il y a des fautes morales et des fautes politiques qui sont à nos yeux impardonnables. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé au ministre de s'excuser au minimum, ce
qu'il a fait en Stummeling samedi matin, puisqu'ils ont fait, l'administration arabe a fait des erreurs incroyables. Ils ont envoyé en visible, donc on a les 1050 mails de personnes qui ont reçu une réponse négative. Et écoutez-moi, monsieur Hassan Ghali, je pense que même à l'école primaire ou secondaire, ils sont capables de faire mieux. Vous avez des gens qui ont été rapatriés vendredi, qui se lèvent le matin, qui ouvrent Internet, leur email, et qui ont un refus. C'est incroyable. Plus surréaliste. Le ministre belge écarte 1000 dossiers de Marocains. Sur les 4500 qu'il reçoit, il met 1000 dossiers marocains qui sont en règle et qui rentrent dans les critères humanitaires de côté, en disant le Maroc ne veut pas. C'est pas mes problèmes. Moi, je fais avec les belgo-marocains et les Belges. Mais là, c'est de la mauvaise foi flagrante. Mais qu'est-ce qu'on constate, monsieur Ghali? Restez bien assis sur votre chaise. Nous, bien évidemment, on est heureux pour eux. Il y en a certains, ils sont à Nessen, c'est à Bruxelles, et ont été rapatriés vendredi et samedi. Des Marocains, sans nationalité. Et en même temps, il arrive à vous dire, c'est à cause du Maroc, le Maroc ne veut pas. Il faut être sérieux. C'est pour ça que nous, on essaie de lui trouver des excuses. Vous avez raison, parce qu'on est des êtres humains, et que nous, on n'a pas envie de s'acharner sur une ambulance. Pour le moment, c'est une ambulance. On n'a pas envie de s'acharner, mais on lui demande de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas normal qu'il y ait des enfants et des bébés bloqués au Maroc qui sont de nationalité belgo-marocaine et qui essuient un refus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir un bébé qui a été placé par le juge chez une famille d'accueil à Liège parce que l'État belge refuse que les parents soient rapatriés. Ce n'est pas normal. Pas normal Ce n'est pas normal d'avoir un papa de 82 ans qui est très malade, qui rentre dans les conditions humanitaires et qui a eu un refus. Ce n'est pas normal. Et je peux ce qui n'est pas normal, je reviens même vers le début de la discussion, c'est que certains Belges peuvent venir et d'autres pas. C'est ça qui n'est pas normal. Parce que moi, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est cette façon de deux poids, deux mesures. Et ça, c'est vraiment, je m'excuse de le dire, nous avons grandi ici, nous avons, étant enfants, j'en ai souffert, je ne vais pas ouvrir ce volet, je dirais macabre pour un enfant, mais tout de même, nous revivons exactement la même chose. J'aimerais vous citer dans une de vos publications d'aujourd'hui même, où vous parlez justement du fiasco, un fiasco administratif belge concernant le rapatriement de nos compatriotes. Il est unique dans l'histoire de notre pays. C'est un coup de gueule, hein, pour ma part, cette phrase. C'est une réalité, M. Hassan Ghali. Je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un dossier n'a été aussi maltraité. Jamais depuis 1940-1945. Je ne peux pas remonter au 19e siècle. Mais depuis que je suis la chose publique et la chose politique, et depuis que je m'intéresse à l'histoire de ce pays, depuis la Seconde Guerre mondiale, et j'arrête là, jamais il n'y a eu un tel fiasco. Jamais des personnes n'ont été autant mis sous pression et ont autant souffert. Parfois, vous avez des gens qui reçoivent des réponses positives et puis 3 jours après, qui reçoivent des réponses négatives. Mais c'est à se cogner la tête contre le mur, M. Ghali. Je vous jure, vous avez des mamans qui pleurent à chaudes larmes, pas pour m'émouvoir, parce qu'elles me racontent des situations où humainement, vous vous dites, heureusement que ce n'est pas la guerre. C'est clair, nous avons effectivement suivi plusieurs vidéos qui circulent, que ce soit sur Facebook, sur plusieurs pages, etc. Et effectivement, nous confirmons qu'il n'y a pas que les belgo-marocains, il y a aussi d'autres, on les appelle les MRE, les Marocains du monde, et ce n'est pas évident du tout. Monsieur Mouden Mohsin, nous sommes à près de 35 minutes, nous avions dit que nous allions plus ou moins essayer de parler d'un sujet aussi important, aussi crucial sur 30 minutes, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, une dernière question. Quelle est l'issue? Quelles sont vos revendications? Alors, nous, nos revendications, elles sont claires. On a envoyé un courrier au roi Mohamed VI et à l'État belge en disant qu'au mois de mai, tout le monde, tous les citoyens devaient être rapatriés. Qu'ils soient musulmans, athées, belges de souche, belges de la 10e génération, belgo-marocains, marocains résidant à l'étranger, il faut qu'au mois de mai, qu'avant le 30 mai, tout le monde puisse avoir retrouvé sa famille. Et nous avions mis un délai pour le 10 mai, parce que le 10 mai, M. Hassan Ghali, c'est une date historique
pour le Maroc, pour la Belgique et pour la France, parce que le 10 mai 1940, vous avez 3 régiments des tirailleurs marocains qui ont combattu l'armée nazie ici, près de Bruxelles. Et donc on dit à Ibadallah, ayez un peu juste de respect pour les gens qui ont donné leur vie à ce pays pour qu'aujourd'hui on soit libre. Exact. Et donc à un moment donné, on parle à 2 États qui sont des États amis, M. Rahali. Ce n'est pas Cuba et Trump. Ce n'est pas la Corée du Nord et que sais-je encore et la France. Ce sont 2 États qui sont des États alliés, amis et qui ont partagé un vécu historique très lourd. Et donc maintenant, c'est notre revendication. Notre revendication, les critères humanitaires, il faut les mettre de côté. On a joué avec les nerfs de nos citoyens. Il faut ramener absolument toutes ces personnes chez elles avant le 1er juin. Voilà, ça c'est... Mohsin Moudane, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner, d'avoir accepté de nous éclaircir sur la situation. Nous retenons que l'État belge, à sa tête, donc le ministre des Affaires étrangères, M. Goffin, endosse toute cette responsabilité. C'est beaucoup plus clair pour nous aujourd'hui. Et que l'État marocain, lui, il essaye en tout cas, en faveur de l'humain, sanitairement parlant, d'essayer de gagner du temps, comme vous avez dit. Les revendications sont très claires. Symboliquement, le 10 mai, vous l'avez dit, on espère que, en tout cas, toutes ces personnes, nos compatriotes puissent retrouver leur famille sains et saufs. Chers amis, chers spectateurs, suiveurs, merci d'avoir, en tout cas, pris du temps avec nous. Merci, Monsieur Moudane Mohsin, pour cet échange. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci à toi, merci à vos téléspectateurs. Ma'assalam. Bonne chance. Merci. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهل بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهل بك هلال سلام عليك يا رمضان